Nous avons ouvert le premier bar en 90. Voilà, c'était à Bastille. Et, ensuite, le deuxième bar, ça a été en 95. Non, je raconte des conneries. Excusez-moi, je suis enrhumée, donc des fois je vais avoir des trous, des machins, vous me pardonnez d'avance. Ensuite, on a ouvert le Scandalo en 91, rue Keller, à Bastille. Ensuite, ça a été les Scandaleuses en 96. Et ensuite, le Boubsbourg en 2000. Donc, d'abord, nous avons, avec mon ami Raphaël à l'époque, nous avons ouvert notre premier bar parce qu'en fait, rien n'existait à Paris. Pour les lesbiennes, il y avait juste un bar qui s'appelait la Champménée, mais qui n'était pas du tout de notre goût, on va dire. Nous, à l'époque, on était habillés tout en cuir, on était en moto, on était avec du lipstick rouge bien voyant, et donc on était très malvenus dans ce bar-là. Et puis dans les bars PD du Marais, on était très très mal accueillis. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'on avait envie d'ouvrir un bar où nous, on avait envie de sortir. Donc l'aventure a commencé comme ça. Voilà. Après, le premier bar, on l'a fermé en 95, parce que d'abord, on avait la pression de la police dans le 11e arrondissement. Et ensuite, parce que une de nos associées, qui était notre comptable, a fait n'importe quoi, ce qui fait qu'on j'ai dû nous mettre en faillite. Autrement, on méritait la prison. Parce qu'on avait par exemple l'établissement qui n'était même pas assuré pour quoi que ce soit. Enfin, donc c'était très chaud. C'était très chaud. Oh, je sais plus, je ne vais pas vous parler de mon âge, ça va me rendre triste. Voilà, je suis toujours jeune. Elle est toujours jeune. Ouais. Et donc, voilà, donc en tout cas, j'ai dû. Enfin, voilà, parce qu'après, entre-temps, ma petite amie, et qui était aussi mon associée, m'a quittée pour une milliardaire qu'elle a rencontrée au bar. En me disant qu'elle avait autre chose à faire de sa vie qu'à servir des bières derrière un comptoir. Donc, je me suis retrouvée seule, et j'ai en tout cas, à ce moment-là, mis le bar en faillite avant de partir en prison. Donc, sur ce, vu quand même qu'il y avait une notoriété, on m'a proposé d'ouvrir un établissement dans le Marais à l'époque. J'ai trouvé un endroit qui est devenu des Scandaleuses. Parce qu'entre-temps, comme on s'était multiplié, je me suis dit que du Scandalo, on passait à plusieurs, donc des Scandaleuses. Et que là, j'ai tenu jusqu'en 2000. Et là, j'avais affaire, en fait, au milieu commercial PD qui m'ont hyper arnaqué. Donc, et comme ça marche, un bar qui marchait très très bien, et que j'ai vu qu'en tout cas, ce que mon travail produisait n'était pas du tout ce qui remplissait mes poches. Des amis m'ont conseillé d'ouvrir mon propre bar. Et donc, je suis allée m'installer au Boubsbourg, qui était rue de Montmorency, dans le 3e. Voilà. Et celui-là a été vraiment fermé par les flics. Parce qu'ils pensaient qu'en fait, moi, en m'installant, en ayant une certaine notoriété dans le Marais du 4e arrondissement, et en m'installant dans le 3e, ils pensaient que le 3e allait aussi devenir un Marais bis. Donc ils m'ont fait des pires misères, avec pression, insultes, convocation, avec harcèlement, humiliation, etc. Et donc j'ai fermé le bar avant qu'ils me le ferment. Ils ont été très déçus. Mais j'ai un peu gagné là-dessus. Donc voilà, en gros, c'est mon histoire. L'histoire de ces bars-là. Mais entre-temps, il s'est passé que des choses merveilleuses. Ça, je peux vous assurer. Non, je pense que... je vais en fait poser au début la même question. Alors, Christine nous a rejoint, donc merci. C'est vrai qu'on a commencé vraiment hyper à l'heure, ce qui n'est pas habituel pour la mutinerie, donc je pense que c'est peut-être ça qui était un peu surprenant. Du coup, je vais un peu poser au début la même question, parce que je pense que tout le monde est intéressé pour connaître la genèse, qu'est-ce qui amène pour toi. Du coup, toi, c'était notamment les soirées que tu organisais, les ladies rooms que tu organisais au dépôt à Paris. Donc plein de questions aussi. Est-ce que tu veux nous raconter quel lieu tu fréquentais quand il y avait, avant de créer tes soirées? C'était quoi la vie lesbienne pour toi, 90s, 2000 à Paris? Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ces soirées-là? Et nous donner le concept aussi de ces soirées. Okay. Donc en fait, je suis cubaine-américaine de Miami. Et en fait, j'ai connu le premier bar de Nicole parce qu'en 91, c'était juillet 91, j'ai étudié à l'Institut catholique pour l'été. Et pour dénicher sans internet, etc., ou un lieu lesbienne, c'était très difficile. Mais j'ai trouvé
il fallait sonner. Scandalo aussi, il n'y avait pas des fenêtres pour regarder dedans. Il fallait sonner, il avait un petit truc à regarder, il disait ok ou non. Et plein de nanas faisaient les 100 pas devant. Mais je suis allée à Caro Bastille et on a trouvé que cette histoire était dingue. Je descends en bas, et il y avait 3 femmes là qui buvaient, il n'y avait pas beaucoup de monde, et il y avait un barmaid et une autre femme qui était très fâchée. Et il s'est engueulé, je ne savais pas tout à fait qu'est-ce qu'il disait en français, et tout d'un coup, la cliente, elle a sorti un flingue et elle l'a mis sur le bar. Et la barmaid faisait and I was like, let me get out of here. Il faut que je retourne vivante à Miami. En 93, je reviens maintenant pour m'installer. Donc, en fait, c'était Nicole et c'était cette bar. Donc, elle va parler de cette histoire dans Terrain Vague, si vous connaissez le revue féministe qui va sortir bientôt. Donc, en 93, c'est vraiment Escandalo était le seul aussi. Moi aussi, je suis allée au Chamelé, et c'était 5 enfants, la jus d'abricot, et c'était pas non plus mon style. Mais chez Nicole, à Scandalo, il y avait des soirées exceptionnelles, Bay Power, Barbie Poufias avec DJ Sextoy dans le sous-sol. On s'est déguisé en Barbie Poufias, les costumes étaient hallucinants. Et c'était vraiment le premier esprit un peu des amitiés, retrouver des autres nanas qui aimaient la musique électronique, le rock, le punk, le sens d'humour, etc., être en goguette. Et aussi, il faut dire que les années 90, pour la culture lesbienne, était la décennie où les lesbiennes, comme la jeune génération, la génération de on va sortir, on va baiser, on va draguer, c'était très goguette dans la street. Et du coup, ce que j'apprécie, c'est qu'avec Sexto et une amie, il y avait l'Entracte, qui était la discothèque et ensuite est devenue le Pulp, mais de 93 à 97, c'était gratuit. Donc, et c'était entre la semaine, il passait de la house et de la techno, c'était gratuit, donc c'était un peu like the riff-raff, comme décrit Axel, like le pauvre, les blacks, les browns, les peu paumés. Et ensuite, en face, il avait le privilège au Palace, c'était 120 francs l'entrée. C'était, moi je l'appelais Lesbians with Jobs, les lesbiennes avec boulot. Et tu pouvais te permettre ça un petit peu, mais en plus c'était pas très drôle, mais c'est vrai que c'est là où tous les étrangers allaient. Et donc si tu voulais rencontrer des étrangers en touriste, que c'était drôle et en goguette, il fallait investir l'argent. Mais l'entracte c'était drôle, etc. Et c'était un peu le Wild West, si tu veux. Je rencontre ma meilleure amie, ma soon-to-be meilleure amie. On parle avec Nicole et je dis, on veut essayer d'ajouter une soirée lesbienne, mais un peu qui bouge, parce que les lesbiennes ne sautaient pas et l'entracte n'était jamais blindé, etc. Donc, avec Sextoy en résident, on a lancé Ladies Room novembre 95. Et on a des photos des premières soirées. Il y a Virginie Despentes, avant que je la connaisse, Dana Weiss, de Jesus Sister Production, Axel, qu'on s'avait rencontrés une ou deux fois. Mais c'était vraiment, les photos sont incroyables parce que c'était vraiment beaucoup de femmes qui allaient devenir amies. Donc le but de Ladies Room, c'était changer tous les mois et surtout le faire dans les quartiers comme la rue Ticton, la Montorgueil, le Marais, dans des quartiers beaucoup plus safe. Parce que pour aller au privilège au l'entracte, c'était très dangereux dans ces années-là. Il y avait beaucoup de mecs qui traînaient, des dealers. Une copine à nous s'est fait poignarder en la petite impasse derrière le palace pour entrer au privilège. On se faisait harceler beaucoup. J'ai appris le mot gouine, goose, etc. sur les trottoirs et dans les bars gays aussi, il faut dire, parce que les gays et les lesbiennes étaient aussi très séparés. Et voilà, et du coup, en fait, le dépôt, c'est 3 ans plus tard. Donc, les premiers 3 ans, c'était vraiment Ladies Room, bougeait partout. Et d'ailleurs, la première année avant que le Pulp soit le Pulp, la dernière année de l'entracte, la première année du Pulp, j'ai lancé Girl Spotting, en soirée avec Sextoy aussi, Patrick Vidal. Et on commençait à faire plein de choses. Jusqu'au moment où j'arrive au dépôt, qui ne laissait pas les femmes entrer, c'est un gros sex club gay.
Et je l'ai convaincue et du coup, ils m'ont proposé de devenir la directrice artistique. Donc, j'ai devenue la femme lesbienne directrice artistique de la plus grosse boîte de cul de l'Europe. Je l'ai demandé, depuis les premières soirées, ils ont créé un espace backroom pour filles, pour les femmes en haut. La première soirée d'anniversaire, ils ont laissé les femmes descendre en bas pour 1 heure pour voir. C'était 2500 mètres carrés de backrooms, de labyrinthe, le club. Et après en haut, c'était notre petite 3 pièces de cul. Il faut être clair, pas beaucoup de lesbiennes et de femmes queer aimaient baiser en public à cette époque. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, j'aimerais bien savoir. Après, vous pouvez m'en parler. Mais voilà, donc ça a duré 1 an et demi. Et ensuite, le dépôt aussi, je me suis fait enculer dans un sort parce qu'ils m'ont déposé le nom Ladies Room derrière mon dos. Parce qu'après 4 mois, 5 mois, c'était des mafias, etc. Et j'ai dit, bon, l'expérience c'était sympa, mais je veux partir. Et ils disent, non. And I was like, no. Et donc j'ai resté. Après encore 6 mois, j'ai dit, je veux démissionner. Non. Tu nous fais gagner trop d'argent. C'était assez hallucinant. En plus, fin du XXe siècle était rude, était dur. La nuit avait vachement changé. C'était devenu beaucoup business. Et finalement, je suis partie en avril 2000, je crois. Et il m'a appris qu'ils m'ont volé le nom Ladies Room. Donc, du coup, j'ai créé Copacabana, j'ai relancé Girl Spotting ailleurs, etc. Et éventuellement, j'ai récupéré le nom après 4 ans. Et voilà. Et du coup, et en même temps, avec le dépôt, après le dépôt, je commence à réaliser des documentaires sur la culture lesbienne pour Canal+. Thank you. Merci. Alors on va revenir aussi sur cette histoire-là, j'ai encore 2 micros, hein, vraiment. Voilà. Du coup, Christine nous a rejoint et on était à la première question, un peu la genèse déjà. Toi, ta vie, donc Christine, déjà tu peux te présenter rapidement. Alors je m'appelle Christine, j'étais physio du Pulp pendant 5 ans, j'ai travaillé au Pulp à partir des années 2000. Donc je confirme effectivement que les backrooms, les Ladies Room, c'était pas simple. Voilà, donc moi j'ai travaillé au Pulp, j'étais programmatrice, régisseuse de physio et j'ai lancé les premières soirées rock à Paris, dans Paris qui était complètement électronique. C'était hyper compliqué à l'époque de remettre le punk et le rock. C'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, avec brio, ça a pris du temps. Et voilà, donc l'histoire s'est terminée, puis je travaille actuellement dans un ménage. Voilà la suite de l'histoire. Et du coup, pour avoir un peu plus de détails, tu fréquentais quel milieu avant le Pulp? Comment tu t'es retrouvée? Alors, moi j'ai un parcours complètement atypique. Je pense que j'étais lesbienne très tôt, mais je savais que j'étais différente, mais je ne sortais pas dans les clubs parce que j'ai commencé très tôt à faire du hardcore et du punk. Donc j'étais dans toute la vague un peu new-yorkaise, emo, punk, etc. J'étais vraiment dans un environnement complètement hétéro. Donc j'étais du Sud, je pense que ça s'entend. Après je suis montée à Paris à la fin des années 90, parce que j'ai intégré un groupe, j'ai toujours fait du Riot Girl, et j'ai intégré un groupe qui marchait très bien, qui s'appelait à l'époque X-Syndicate. On a d'ailleurs participé à la BO de Baise-moi. Je tournais beaucoup en Europe, en France, etc. Et j'étais en même temps disquaire à la FNAC, et j'ai rencontré Sextoy, justement à la fête de Baise-moi, Et par Sextoy, j'ai rencontré Michel, etc. Donc j'ai une histoire avec Michel pendant des années. C'est ce qui m'a fait aussi intégrer le Pulp. Et une fois que j'ai mis un pied dans le Pulp, j'ai dit à Mimi, j'écoute Mimi, il faut relancer le punk et le rock en boîte de nuit. C'est plus possible d'écouter tout le temps de la musique électronique parce que y a des gens qui n'aiment pas, moi particulièrement, j'étais pas fan. Et tous les mercredis, on a monté au début une soirée qui s'appelait Dans mon garage. Et j'ai monté un groupe résident de filles complètement déglingos qui s'appelait les Flaming Pussy. Donc à l'époque, on jouait cagoulé dans des cages. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi à l'époque. Je ne sais pas si on pourrait refaire ça aujourd'hui d'ailleurs. Donc je me pose la question. Et avec des nanas en roller, enfin, c'était absolument n'importe quoi. Et on a fait ça pendant 5 ans. On a vraiment remis le rock en club. Après, les soirées s'appelaient Dans mon cul. Voilà, donc on a fait une belle évolution. Et voilà, donc on a monté un bon groupe de Riot Girl, bien méchant, comme il fallait à l'époque. Mais à l'époque, on pouvait le faire. Je ne sais même pas si aujourd'hui, ça serait encore possible de faire ça. Mais on s'est bien marré.
Est-ce que tout le monde voit de qui on parle quand vous dites, vous êtes plusieurs à avoir mentionné sextoy, du coup DJ sextoy, est-ce que peut-être un peu de contexte pour qu'on comprenne? Moi, c'est à l'époque, je tenais le Scandalo, et d'un coup, j'ai vu arriver une petite nana qui était très discrète. À l'époque, elle était arrivée en loden et puis en mocassin. Elle a vu dans le bar, elle rentre au Scandalo, elle voit derrière le comptoir des nanas en cuir avec des cheveux rasés, enfin des dégaines qui étaient assez remarquables pour l'époque en tout cas, dans le milieu lesbien, ça c'est clair. Et 15 jours après, elle s'est dit, moi aussi je peux exister comme ça. Elle est arrivée, elle m'a proposé de mixer, de faire une soirée mix, et elle a inventé les Bed Power. Et donc la première soirée qu'elle a faite a été assez remarquable, parce qu'elle est arrivée et il y avait un sous-sol. Elle a tapissé tout le sous-sol avec du papier aluminium. Elle a installé sa table de DJ sur un baby-foot qu'il y avait en bas. Elle avait attaché, elle avait des fils barbelés, elle avait attaché des poupées Barbie. Elle a mixé et ça a été une espèce de révolution dans le milieu. Elle a amené une musique qui n'existait pas encore dans le milieu et qui a été extraordinaire et qui a vraiment tout changé. Et on a passé une soirée de dingue. Moi, je voyais les gens remonter du sous-sol en nage. J'ai cru même à un moment donné qu'il y avait une piscine qui avait été faite en bas. Mais en fait, avec le papier alu, il faisait tellement chaud que les gens remontaient, mais en sueur. Et en tout cas, c'était une des premières soirées remarquables de Sextoy. Et la chance qu'elle a eue et que nous avons eue, c'est que ce soir-là, il y avait des gens de Jean-Paul Gaultier, qui travaillent de Jean-Paul Gaultier, qui étaient venus à la soirée, des gens de FG. Ils l'ont découverte et là, sa carrière a été lancée. Et en tout cas, et là, dommage qu'elles ne sont pas encore là parce qu'elle a vraiment révolutionné la musique, autant la musique de DJ, et puis c'est la première femme DJ qui mixait, et elle a vraiment révolutionné la musique. C'était la première qui mixait de l'électro avec du rap, avec du reggae, voilà, et qui a fait vraiment, qui a fait un travail extraordinaire. Et en tout cas, moi, on la regrette encore. Voilà. Je voulais juste ajouter, parce que DJ Sextoy, elle a une page en Facebook, donc DJ Sextoy fanpage. Mais le truc à cette époque aussi, 93, 94, c'est que tout était très sectorisé. Donc si tu mixais house, c'était house. Si tu mixais techno, c'était techno. Si tu étais lesbienne, c'était là. Et on s'est mélangé pas du tout. Et Sextoy, vraiment, depuis le début, elle était la première femme qui avait une résidence sur Radio FG. 98.2, et ça c'était énorme dans l'après-midi. Elle mixait pour finalement Gauthier. Elle fait le défilé des Gauthier, elle arrive en moto, elle mixe pour le défilé. Elle faisait les Techno Raves avec Manu Le Malin, Lisen Elias, elle faisait le Dragon Ball Z. En fait, c'était quelqu'un, un électron libre, qui a réellement ouvert l'esprit et les yeux à des gens, à des lesbiennes. Ils disaient, waouh, tu es lesbienne, les lesbiennes ne sont pas comme ça. Et donc, elle était vraiment un leader là-dessous. Et qui aussi a fait venir plein de gens, Jennifer Cardini, etc., à mixer en PC Killer, etc. Donc c'était un excellent DJ, mais c'était aussi un incroyable culture maker. Oui, pour moi je peux rajouter quand même qu'au début du Scandalo, avec mon amie Raffaella qui était italienne, elle ne passait que de la musique standard italienne. Donc, et alors que moi j'écoutais beaucoup de rock et de punk. Donc on était toujours un peu en train de se battre pour essayer que moi je glisse un peu mon rock et ma musique. Et puis la clientèle de l'époque aimait sa musique et n'aimait pas la mienne. D'ailleurs, une anecdote, c'est que quand moi, il était l'heure que tout le monde parte, je passais soit Janis Joplin, soit Patti Smith, et j'étais tranquille, tout le monde partait. Ça c'est radical. Donc petit à petit, après que Raffaella m'ait quitté pour sa milliardaire, j'ai pu commencer à mettre ma musique, du rock, du punk, des choses comme ça. Et là, Sextoy est arrivé, et là, elle a encore plus ouvert les portes, et surtout ouvert les oreilles de toutes les lesbiennes qui fréquentaient mon bar. Et ça, je la remercierai jamais assez. Du coup, Christine, tu disais que tu étais entre autres physio au Pulp, et du coup, une question qui va s'adresser à vous toutes, c'est est-ce que les lieux étaient non mixtes? Est-ce qu'ils étaient non mixtes tous les jours? Comment vous étiez par rapport à ces questions de non-mixité ou de mixité choisie? Et comment si c'était le cas, comment vous les mettiez en place? Et si ce n'était pas le cas, comment ça se passait pour gérer les questions de violence que votre public pouvait recevoir?
Je vais répondre assez succinctement. Il y avait moins de problèmes qu'aujourd'hui dans la non-mixité, c'est-à-dire que le club, le pub était affiché non-mixte sur certaines soirées, ça ne posait pas de problème. Et on passait moins de temps, je ne dis pas qu'on passe plus de temps, là par exemple, à titre privé, professionnel plutôt, j'ai monté une soirée le dimanche, qui est non-mixte, j'essaie que ce soit non-mixte. C'est très compliqué pour moi d'expliquer aujourd'hui que les filles ont besoin de se retrouver entre elles, parce qu'aujourd'hui, je dis que c'est bien qu'on donne la parole aux gens, effectivement c'est chouette, mais ça génère tellement de problèmes. Avant, au pulp, quand je travaillais au pulp, le mec il rentrait pas, c'était fin d'histoire en fait. Le mec il faisait chier à l'intérieur, on le prenait, clac, il sortait, fin d'histoire. Maintenant, aujourd'hui, moi je suis désolée, je suis un peu... C'était la vérité, et aujourd'hui, maintenant, bah, c'est un dépôt de plainte, c'est de la discrimination, c'est des dossiers. Mais oui, mais en fait, on a le droit de faire des trucs non mixtes. Je ne vois pas où est le problème. Enfin, moi, voilà, il y a des choses qui sont mixtes, non mixtes, et ça posait moins de problèmes avant parce que c'était affiché, c'était digéré, c'était ingéré. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Bah, moi, c'était simple, au Scandalo, les garçons ne pouvaient venir que le mardi, terminé. Et on était hyper radical là-dessus, parce que comme c'était un des premiers bars, en tout cas, comme on dit, et où on avait envie de construire une culture lesbienne, on avait envie de se retrouver, d'inventer une communauté qui n'existait pas encore, et que moi je tenais à ce que cet endroit, ce bar, devienne un endroit où les femmes se sentaient en sécurité, et puis se retrouver, se raconter, et même ce qu'on a fait dès le début, on se comptait. Parce qu'à l'époque, comme il y avait très peu d'endroits, on a été très étonnés très vite de voir qu'il y avait en fait autant de lesbiennes à Paris. Et du coup, d'abord on ne draguait pas, on était genre en train de se regarder, de se rencontrer, de se raconter. Et en tout cas, le travail que j'ai fait pendant les 5 ans au Scandalo, ça a été cette histoire. Après, au Scandaleuse, on est passé à autre chose. Comme on se sentait vraiment une communauté, on se sentait beaucoup plus soudés tous ensemble, les garçons pouvaient rentrer, mais accompagnés. Mais c'est vrai que, comme tu dis, quand il y avait un problème, le mec, on le sortait direct. On même pas en discuter. Excusez-moi, monsieur, on prenait et je parle, merci, au revoir. Voilà, exactement. On discutait surtout pas. C'est pas ton lieu, c'est le nôtre. T'as rien à faire là, tu te casses. Et c'était comme ça qu'on procédait. Et moi, quand j'ai lancé Ladies Room, c'était novembre 95. Et qu'on avait, comme je disais tout à l'heure, c'était très divisé, mais là, il y avait de plus en plus des rapprochements à cause de la musique, à cause de l'esprit entre les gays et les lesbiennes, avec Radio FG qui nous incluait, etc. Donc, moi, j'avais annoncé dès le premier flyer, copains, amis s'y accompagnaient. Et moi, les premières 2 ans de la soirée, j'étais à la porte à l'extérieur pour vigiler les entrées, mais aussi pour dire bonsoir, bonjour, ticket de tombola, etc. Parce que je voulais donner un accueil et donner un sens à la soirée. Beaucoup de mecs, des garçons surtout gays, ne voulaient pas aller dans les soirées lesbiennes, pour dire la vérité. Le problème, c'était pas là. C'est au moment quand j'arrive au dépôt, c'est un bar mec, donc ils laissent rentrer tous les mecs. Ça, c'était mon plus grand problème, c'était avec les magazines qui commencent à parler « Oh, les lesbiennes sont géniales, regarde leur fête, leur adresse, le truc, etc. » Que maintenant, plein de mecs commencent à... Et ma soirée, c'était non-stop, après 3 mois, sortir des mecs. Des mecs qui prétendaient qu'ils étaient gays, toucher les femmes, les lesbiennes, etc. Et c'était ça qui a vraiment, en fait, tué le joie des Ladies Room au dépôt. Malgré que tout le monde le connaît, surtout de là-bas, c'était que je ne pouvais pas contrôler la porte, c'était un lieu de mecs. Donc, mais avant, quand on était copains amis, c'était vraiment des copains, 2 nanas pour un mec, 3 pour 2, et comme ça, l'esprit était toujours 70% femmes, 20 à 30% de mecs. C'est des questions qu'on voulait poser parce que c'est des questions qui nous traversent, mais aussi à la mutinerie. Enfin, vous le savez, si vous fréquentez le lieu, le week-end, on met en place un système de filtre. Alors, on a adapté cette question-là par rapport à des enjeux plus actuels et notamment on pose une question ouverte pour pouvoir inclure les personnes trans. Et je te laisse raconter. Oui, c'est un protocole qui est très très strict, qui est le fruit de 10 ans d'expérience de porte à la métier.
C'est un protocole. C'est alors c'est un protocole qui évidemment est perfectible, mais pour l'instant c'est un peu tout ce qu'on a trouvé qui fonctionnait le mieux. On se base sur l'autodétermination, donc on demande systématiquement aux personnes à montrer est-ce que tu connais le lieu, c'est un bar queer, c'est un bar lesbien et trans, est-ce que c'est des termes dans lesquels tu te reconnais? Et ensuite, en fonction de cette réponse, parce que les mecs hétéros, plutôt que de dire oui, absolument, ne veulent surtout pas passer pour les PD, donc se dérêvent d'eux-mêmes en rigolant, ou voilà quoi. Et c'est grâce à cette question qu'on détermine si une personne rentre ou non dans le lieu et qu'on essaye de faire en sorte que l'environnement soit le plus safe possible, tout en ayant conscience qu'un lieu safe, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. À partir du moment où il y a plus de 2 personnes dans une pièce, c'est plus vraiment un lieu safe. Et du coup, du coup on va juste parler fort et près des micros. C'est le bouton rouge, ouais. C'est super, tu peux le baisser. Merci. Et c'est de l'autogestion, même jusqu'à le public participe à sur le aussi. Pas connecté. Et voilà, mais en fait, moi je me reconnais dans ce que tu dis. C'est vrai que nous on a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais effectivement, les mecs cis hétéros qui se font recaler pour la première fois de leur vie, en fait, c'est vraiment particulièrement les jeunes cadres dynamiques, blancs, voilà, machin, c'est la première fois de leur vie où ils ont un endroit où on leur dit qu'ils ne peuvent pas rentrer, et ils nous pètent des câbles, hein, vraiment, et c'est des débats, donc c'est intéressant d'entendre qu'en fait, voilà. Je te confirme que pour moi, les dimanches, on m'a enlevé de la porte parce que j'étais dans des réflexes et des rhétoriques que j'avais pris du pulp. Et on m'a dit maintenant, Christine, en fait, tu peux pas, t'es trop dur. Rosa, aujourd'hui, enfin, je fais plus la porte. On m'a dit, t'es trop radicale. Donc je suis plutôt effectivement à l'accueil, en train d'offrir des coups et de voir des coups. Mais je ne peux plus faire la porte parce que je pars au quart de tour et je trouve qu'effectivement les mâles alpha dominants qui arrivent de 45 ans, 50 ans et qui... la société ne leur aura jamais dit non parce que la société est construite et faite pour ces gens-là. Ils arrivent une soirée le dimanche, je leur dis non, les mecs ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, c'est la première fois qu'on leur dit non. Donc moi effectivement, je sais pas que je me régale. Mais je me régale quand même un peu, mais je me régale en fait. Voilà. Mais donc on m'a dit non, tu ne fais plus la porte, c'est plus poussé parce que je prends pas de gants effectivement, mais c'est hyper intéressant sociologiquement de voir ça en fait. Ils ne comprennent pas. Pourquoi on leur dit non? Parce qu'ils sont gentils en plus. Ils sont aimables et eux aussi veulent venir s'amuser avec les filles. Donc en fait, cette soirée, j'ai commis. Donc pour pas que ça te pose de problème au Rosa, parce que moi, pareil, je leur rendais compte à mes supérieurs, parce qu'on est devenu une grosse boîte. Et on me dit, Christine, non, tu peux pas refléter toi toute seule une radicalité qu'on n'a pas forcément au Rosa. Donc pour tricher, pour continuer à faire ces soirées dimanche, est-ce que c'est des soirées privées? Voilà, mais ça reste compliqué. Et donc je dis que c'est des soirées privées et je communique aussi sur un safe place pour pouvoir moi avoir une argumentation à l'entrée pour dire attendez les gars, on a mis un safe place à l'entrée, ça veut dire que c'est des nanas hétéros, queer ou des nanas gays, lesbiennes qui veulent se retrouver entre elles, pas forcément des garçons, donc je suis obligée moi de tricher entre guillemets pour refuser les gens parce qu'on ne peut pas leur dire c'est pas qu'on n'a pas envie d'eux, mais c'est pas leur place. Donc c'est compliqué même moi, au niveau de ma position, d'avoir monté ces soirées, de travailler dans une boîte qui partage mes valeurs, mais pas totalement, parce que voilà, je suis quand même c'est bien poussé. Donc ça reste très compliqué en fait. Est-ce qu'on vous reprochait à l'époque de faire trop communautariste, ghetto, d'être trop renfermé sur vous-même, etc. Est-ce que c'était des critiques que vous receviez? Non, c'était pas des critiques, c'était carrément un rejet direct. C'était même pas, c'était genre des lesbiennes, vous êtes des putes. Moi j'ai reçu des lettres anonymes comme ça. Vous êtes des putes, vous mettez le bordel dans le quartier. Moi j'étais même convoquée par le commissariat du 11e arrondissement. J'ai eu un procès en règle, hallucinant quoi. Donc c'était un rejet total, on voulait même pas qu'on... Ils ne comprenaient pas qu'on existe. C'était à ce niveau-là. Donc évidemment, quand il y a un mec qui se pointait dans mon bar en train de dire mais qu'est-ce qui se passe ici, personne ne me regarde. Mais mon gars, tu t'es trompé d'histoire.
Et donc évidemment, tu es obligé d'être radical à un moment donné. Si tu veux privilégier une communauté d'esprit, une communauté politique, parce que moi je pense, moi tout le temps où j'ai ouvert mes bars, j'avais un discours et une attitude politique qui se passait en tout cas, on était encore plus qu'aujourd'hui dans une société très répressive. Donc nous on avait choisi le plaisir, le désir, la joie et la rigolade, et tout ce qui nous passait par la tête, on le faisait en se marrant, et ça, c'était un discours politique très ancré, et on voulait être entre nous, et on voulait aussi construire cette communauté qui n'existait pas à l'époque. Donc il y avait effectivement une radicalité de cette attitude-là. On nous a obligés à être comme ça. Moi, dans la rue, pendant tout le temps du scandalo, au moins une fois par semaine, je me faisais frapper quand même. Alors qu'on avait... Et si le scandalo, il fallait sonner pour rentrer, c'est parce qu'on nous a pété 3 fois la vitrine. On a subi des agressions physiques, même les clientes qui arrivaient de Bastille pour arriver rue Keller, elles se faisaient bousculer dans la rue. Donc on était dans une rage, mais qu'on a voulu nous transformer en joie de vivre. Voilà. Et justement, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure avec la police qui a fermé ton art du bar, mais c'est une question que je peux renvoyer aussi pour toi avec ton expérience au pub. Comment ça se passait avec les pouvoirs publics, avec la police? Est-ce qu'il y avait du harcèlement policier, lesbophobe? Ben non, on n'était pas trop là-dedans. C'est compliqué de vivre la nuit à Paris, je ne peux pas trop... voilà, voilà. Voilà. On peut se faire un off si tu veux, voilà. Mais non. Au niveau des flics, c'était... Après, voilà. Mais moi, je tiens à dire quand même que la violence policière s'est arrêtée à partir des années 96, quand par exemple le milieu du Marais a eu énormément de bars qui sont implantés, il y avait une énorme clientèle. Jusqu'en 96, les flics faisaient des descentes régulières dans tous les bars du Marais, en estimant que c'était des lieux de contamination du sida. Donc ils venaient régulier et surveiller tout ça. Et donc à partir de cette date-là, il y a le syndicat national des entreprises gays qui s'est formé et qui a eu un argument fatal par rapport à la préfecture, c'était un argument économique. Tous les établissements du Marais aient généré une économie qui était aussi importante que le BHV. Donc à ce moment-là, les flics ils ont arrêté leur harcèlement. Ça se tenait à ça. Oui, puis moi je veux rajouter aussi qu'on a encore beaucoup dans notre clientèle de lesbiennes, beaucoup de flics. Donc je tiens à signaler parce que j'ai pas envie de stigmatiser aussi cette communauté, parce que ils font leur boulot, puis ici aussi il y a plein de gens qui font ce métier-là. On avait d'autres problèmes avec les flics à l'époque, mais c'était pas du harcèlement, peut-être contrairement à toi, on avait d'autres choses en jeu, mais on n'était pas là-dedans. Parce que dans notre communauté, il y a beaucoup de nanas qui faisaient ce métier et oui, c'est mon profond respect aussi là-dessus. Oui, mais c'est pas elles qui venaient tous les jours avec leur camion devant le bar, tu vois, dès qu'il y avait... Pardon. Moi, en tout cas... Je manquais le mec. Pas vraiment proche. Non, mais tu me laisses. Je crois pas. Comme ça. Oui, bah, je vais essayer, en tout cas. Mais en tout cas, moi, ce qui se passait, par exemple, c'est que dans le 3e, là où c'était le plus virulent chez les flics, ils venaient pratiquement tous les jours. Dès qu'on les alertait d'un incident dans le quartier du 3e, ils venaient d'abord devant le bar. Avant de s'apercevoir, oh, on s'est trompé d'adresse. En attendant, ils étaient là tous les jours, et les clients qui voyaient arriver les flics tous les jours, à un moment donné, se sont dit que c'était pas justement un endroit safe, il faut venir tranquille, parce que les flics étaient là et contrôlaient tout le monde. Donc ils ont bien fait leur boulot, par exemple. Et je parle, évidemment, oui, moi aussi, il y avait, par exemple, au scandalo, quand j'ai eu un harcèlement des flics qui voulaient me racketter, heureusement qu'il y avait une commissaire de police qui fréquentait mon bar et qui s'est occupée de l'affaire et qui a un peu réglé cette affaire-là, bien sûr. Et j'allais dire, après ces moments avec la répression de Le Marais qui existait, aussi il y avait la fermeture des boîtes, des grosses boîtes avec l'ecstasy entre guillemets, il y avait vachement de répression. Mais un peu comme la lutte avec le sida, ACT UP, qui est ACT UP Paris, c'est le seul ACT UP au monde qui continue et qui continue toujours, c'était qu'il fallait être beaucoup plus public, il fallait être beaucoup plus sur la presse, la publicité, les radios, etc. Quand j'arrivais à Paris, je disais waouh, et c'est vraiment très caché, c'est vraiment très, etc. Et en fait, le plus qu'on était out et le plus que les gens
D'ailleurs, à la télé, Lula Ferran, qui avait la boîte lesbienne qui s'appelait le Kathmandu dans le 6e, qui ensuite a fait le privilège, Lesbians with Jobs. Elle était une des seules lesbiennes qui était à la télé en 1976. Elle parlait de son livre, c'est vraiment... nous, je crois que c'était 98, moi, Sextoy, on a fait quelques amis de le milieu, on a fait Drag King Performance sur Canal+, et on était invités pour parler de toutes lesbiennes, etc. Nova, les magazines commencent à parler plus, et en fait, le plus de visibilité, le plus de succès qu'on avait, le meilleur c'était, et le moins on nous laissait tranquille, au contraire. Mais on a vu, comme j'ai dit, avec l'histoire de l'époque, et la fin de 99-2000, il y a le livre de Anne Scott, Superstar, je ne sais pas si vous connaissez, on commence à parler beaucoup de nous, et c'est là où on peut, surtout sur mon chemin des soirées, où on commence à de nouveau être harcelé, parce que maintenant on est trop visible. Et du coup, c'était difficile à contrôler le style des soirées qu'on voulait faire, etc. Donc on était plus safe, parce que c'était le rainbow marketing, ils disaient, oh, ils gagnent d'argent, on le laisse faire parce qu'ils gagnent du pognon aussi sur nous, et voilà. Du coup, tu as évoqué la question de communication, et c'est une question un peu peut-être un peu bête, mais je pense que ça va intéresser des gens. Comment, donc c'était les débuts d'Internet, hein, comment vous communiquez, en fait, ça se passait par... Est-ce que le pulp était sur le Minitel, par exemple? Alors, le pulp, je m'occupais du mailing. Alors, non, c'est une bonne question. Après, moi, je suis arrivée un peu tard, hein. Je suis arrivée en 2000, peut-être que tu as des infos avant. Moi, je m'occupais du mailing, et le mailing, c'est que je mettais des cartes dans des enveloppes. J'allais chez Office Dépôt, je sais pas, enfin voilà, et je distribuais ça, je postais ça. On était dans le côté très. Ouais, on les distribuait, on les mettait dans les bars, on les envoyait, donc on prenait les adresses des gens, postales des gens, on les envoyait chez eux. On n'avait pas encore Internet encore. Ah ouais. Et de l'affichage d'affiches dans la rue aussi. Bah, nous, on faisait des photocopies, des tracettes, tu vois, et on envoyait par la poste avec celles qui nous avaient donné leurs adresses, parce qu'il n'y avait pas encore de carte bleue, on avait des chèques. Donc on recopiait les adresses, on se faisait un listing, et on envoyait, dès qu'on faisait une fête, alors on fabriquait avec 3 francs 6 sous, une copine dessinait un truc, moi je lui appliquais des lettres à 7, et puis on envoyait ça par la poste, et après on essayait d'aller afficher ça un peu partout, mais à l'époque on ne pouvait pas afficher ça n'importe où. Donc en tout cas oui, la communication elle se passait, et puis surtout après le bouche à oreille. Comme on n'était pas beaucoup à faire des choses, donc l'information circulait entre les filles quand même. Et oui, avec Ladies Room, quand on a commencé, moi et ma copine à l'époque, qui a lancé le truc avec moi, elle est arrivée à peine de Nevers, je crois que c'est au centre de la France. Moi, j'arrivais aux États-Unis, je ne connaissais pas beaucoup de monde, sauf Sextoy, les petits noyaux. Le centre gay lesbienne, qui à l'époque était dans l'11e, personne n'allait vraiment aller là pour chercher des flyers pour les dernières soirées, mais c'était le seul lieu. Et donc, du coup, on s'est dit, comment on va faire pour... Donc, en fait, on a créé des flyers, c'est vraiment drôle, avec des phrases. Les flyers des jours sont très connus pour les phrases drôles et détournements. Et moi, par exemple, j'allais à la Sorbonne avec mon backpack et je mettais des petites affiches à 5. Je les collais dans les différents trucs de bulletin boards. Toutes les boutiques des fashion, à l'époque, ça commençait Kelly Watch, Who's Next, Lady Soul. Et c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, Sextoy aidait beaucoup parce que tous ces gens voulaient l'habiller et l'habiller. Et donc, du coup, dans les cool boutiques où tu avais les soirées cool du Queen et du Crazy Baby, on nous laissait mettre des flyers aussi. Donc, en fait, c'était le début aussi avant que tu ne pouvais pas laisser des flyers partout. C'était un peu ça, de faire ça comme ça, les adresses. Imaginez tout le monde laisser leur adresse pour être envoyé un email, un flyer. C'était quand même, et en plus c'était trop cher pour nous. Donc du coup on faisait un peu ça, plus sauvage, flyer, distribution. Est-ce que, alors on change de sujet, mais est-ce que vous aviez, enfin c'est quelque chose qui me rend curieux, est-ce que vous aviez à l'époque conscience que ce que vous étiez en train de faire, déjà est-ce que vous considériez à l'époque que c'était militant et politique? Tu l'as déjà un petit peu dit, mais je pense qu'on peut aussi poser plus cette question voilà, à tout le monde et à nouveau. Et la deuxième question, est-ce qu'en plus, au-delà du fait de considérer que c'était militant et politique, est-ce que vous saviez que ce que vous faisiez était historique, légendaire, que les gens allaient des années après vous faire venir à des tables rondes pour en parler, est-ce que vous aviez conscience de ça?
Alors, non, parce que si j'avais su tout ce qui s'est passé, j'aurais pris plein de photos. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les portables. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai travail d'archives. C'est ça, d'archives. Et moi, j'avais su à l'époque, j'en aurais pris des putains de photos. Parce que c'était, voilà. Et non, enfin, moi, personnellement, à titre privé, moi, j'étais dans ma vie, en fait. Et ma vie, ça a toujours été faire du punk, faire de la musique, être toujours à fond, être dans un combat. Donc, moi, j'étais dans un endroit qui reflétait ma façon de vivre et mes valeurs. Mais effectivement, si j'avais su... parce que le pulp, c'était pas une personne ni deux, c'était un mélange de 15 personnes, avec 15 destins, entre guillemets, différents. Et c'était vraiment une espèce de mélange qui faisait que ces personnalités arrivaient à donner des angles, à donner des angles différents à des mêmes choses. Et c'est pour ça que c'était riche, en fait. Parce que les gens qui travaillaient au pulp étaient riches. On avait cette chance-là, en fait. Tous les gens qui travaillaient au pulp étaient riches d'eux-mêmes et donnaient de la richesse. Riches monétairement. Riches au niveau de l'âme. De l'âme. Voilà. Ils avaient du pognon, ils clapaient des fruits. Non, moi je suis musicienne et je n'ai pas de rapport à l'argent. Voilà, non, était riche, vraiment, était rempli de choses merveilleuses et on avait cette chance-là, on n'avait que des personnalités atypiques et qui redonnaient, et c'est ce qui a fait pas le succès, parce que c'est débile de dire ça, mais ce point d'acné qu'on a aujourd'hui quand on pense au pulp, effectivement, si j'avais su tout ça, ben, j'aurais fait de la thune, j'aurais fait des photos. Oui, non, écoute, moi je pensais pas du tout à l'époque qu'un jour je serais là parmi vous en train de raconter ce que j'ai fait pendant les 15 ans de bar. Non, non, nous à l'époque, on n'était pas en train de se dire on crée l'histoire, on était en train de créer notre présent. On était hyper avides d'exister, de se sentir là, présente, de vivre, d'être vivante, d'exister. C'était notre seule préoccupation. Ce qui se passerait plus tard, on s'en foutait. Vraiment, nous c'était le présent, s'inventer un présent, avec tout ce qui nous passait par la tête, avec une joie et un allant qui était extraordinaire à l'époque en tout cas. On avait envie de faire communauté, d'exister entre nous et de se connaître, de s'inventer, de se reconnaître, comme j'ai encore dit tout à l'heure. C'est notre préoccupation, elle était là. C'était de créer quelque chose qui en tout cas, évidemment, on avait envie que ça dure. De toute façon, en tout cas, moi, en tout cas, les gens dont je me suis entourée, ça a duré 15 ans, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Avec Ladies Room et surtout avec Sex Story, parce que je l'ai connue peut-être un an avant. Et c'était très politique, c'était très important. Déjà, elle disait Better than Jesus, qu'elle voulait être qu'elle était mieux que Jésus. Et pour nous, on vraiment voulait prouver que notre soirée lesbienne était aussi bien que les soirées Respect, était aussi bien que les soirées du Queen, etc. Et donc, on a vraiment essayé d'avoir le maximum de présence et de maintenir, par exemple, sur Facebook, en plus de la Sex Toys page, il y a Ladies Room Paris en page. Je ne m'occupe pas beaucoup, mais maintenant je vais, parce que vraiment ça fait plaisir de voir tant d'intérêt sur l'histoire. Mais c'était important parce que, et je crois que le pulp, aujourd'hui on parle vachement de pulp, parce que vraiment personne comptait sur les lesbiennes. Et d'ailleurs, quelque part, on était genre, personne s'occupe de nous, tant mieux, on est plus tranquille, etc. Mais c'est vrai qu'avec Sextoy, après arrive Jennifer Cardini, après il arrive Chloé, et le pulp commence à être vraiment le lieu pour avoir de la musique électronique, Peaches, la programmation incroyable, l'Electroclash, etc. Donc, au contraire, on avait trouvé notre place et on voulait être Virginie Despentes. La première soirée, Baise-moi, on est tous manifestés parce que Baise-moi, si vous êtes au courant, était censuré. Et du coup, on avait fait un emergency meeting avec Virginie. Dans les années 60, ils ont boulé le soutien-gorge, les féministes. Pour Baise-moi, on va bouler nos culottes. Et on était à Tati avec des hairspray, des flammes, et on était à la place Odéon.
Et voilà, et tu sentais, waouh, enfin, les lesbiennes ont la place, les femmes, on est... Donc, au contraire. Et d'ailleurs, Ladies Room, au moins une fois par an, j'essaie tous les 2 ans, j'essaie de nouveau organiser un soirée Ladies Room avec le line-up qu'on trouvait à l'époque, à Patrick Vidal, Dirty Nikki. La première fois que Nicole Mix c'était dans ma soirée Ladies Room, and her DJ name is Dirty Nikki. DJ Tampax, Axel le Dauphin, j'ai inventé des noms super qui ont resté. Et voilà, donc avec le cinéma pareil, le documentaire sur Canal+, La Nuit Gay, il y a beaucoup de programmation. Pour moi, c'était toujours important de infiltrer la culture, imposer nous et juste avoir nos places. Pas être le porte-parole pour tout le monde, mais juste dire, voilà, nous, ce que nous on fait, nos parcours, et que ça entre dans une histoire ou dans un her histoire. C'est une parfaite transition vers une question qui est tellement bien rédigée, c'est Mélanie ici présente qui l'a écrite, et du coup je vais la lire parce que c'est long, mais comme ça Donc, du coup là je vais poser des questions un petit peu plus spécifiques à chacune et tout ça, et là ça s'adresse à toi. Dans quelle mesure penses-tu que le pulp a contribué à la culture lesbienne, d'un point de vue musical par exemple, label Kill the DJ, scène d'émergence des musiques électroniques, et pour l'émergence de différents artistes, virgule. Quel lien est-ce que tu fais entre une culture lesbienne et ou plus largement LGBT et l'émergence de courants artistiques en général? Comment ça se fait que l'émergence des musiques... Et je vais la résumer en 2 mots après, mais comment ça se fait... Parce que j'ai déjà perdu le début. Comment ça se fait que l'émergence des musiques électroniques se soit ancrée à ce point-là dans un lieu lesbien, au pulp? C'est-à-dire que moi, d'un point de vue extérieur, en tant que bébé lesbienne de l'époque, qui d'ailleurs j'avais 16 ans, je faisais le mur et je rentrais en douce au pulp en faisant semblant d'être majeur. Et c'était extraordinaire, ça a changé ma vie, merci. Je me rappelle que c'était extraordinaire de voir que les lesbiennes, mais on avait la classe en fait, quoi. Et je pense que c'est aussi ça ce que tout le monde ressent quand on vous voit toutes les 3 sur cette scène. Et c'est vrai qu'en tant que bébé lesbienne, pour moi c'était nouveau de voir ça, que la culture et les communautés lesbiennes pouvaient avoir la classe et en plus influencer le reste du monde, quoi. Alors oui. Alors moi je voulais juste remettre aussi Mimi Michel, qui a été la fondatrice du Pulp avec Sophie l'aînée. C'est quand même très important de citer ces 2 personnes qui sont pas là ce soir et qui ont contribué, qui ont fait ce que le Pulp est devenu. Alors, tu me dis si je dis des bêtises. Parce que Mimi est quelqu'un qui a toujours été tourné vers la musique, surtout électronique. Elle est arrivée de Montpellier comme moi. Et c'est aussi en partie grâce à elle que tout ça s'est mis dans ce chemin-là. Et après au Pulp, on a eu la chance d'avoir une programmatrice qui s'appelle Fanny Corral, hein, qui c'est elle qui a donné aussi ce ton-là de musique électronique et qui a fait rentrer l'électro à Paris. Là où je te rejoins, tu as complètement raison, c'est que c'est le Pulp qui a fait rentrer l'électro à Paris. Complètement, complètement. Pourquoi? C'est une bonne question aussi, parce que je pense qu'il y avait les bonnes personnes au bon endroit. Il n'y a pas plus à dire, et qu'il y avait surtout une ouverture d'esprit qu'il y a peut-être chez les filles, ou chez les queers, mais peut-être, je ne sais pas, qui faisait qu'à ce moment-là, on a accepté cette musique-là et qu'on l'a diffusée. Et je pense peut-être que les filles, dites-moi, sauvez-moi. Oui, en fait, c'est ça, c'est le Electro-Clash, ou l'électro, tu vois, c'était super queer, c'était super pas cher, c'était super débrouillard, ça s'est lancé vachement à Berlin. Et le Pulp, ça commence septembre 97. Et à ce moment, j'étais copine avec Sophie. Et donc, Sophie était co-manageuse avec Michel, qui avait lancé « Changeons le nom de l'entracte, on va faire un tout nouveau ». D'ailleurs, Sextoy trouve le nom Pulp en vote. Et Fanny, la première année, je m'occupais comme ça de la programmation avec Sophie et Michel. Mais c'est Fanny Corral, elle était à Radio Nova. Et Radio Nova, quand FG s'est fait racheter, elle était plus trop le radio fréquence gay, elle est devenue le radio Future Génération. Et les lesbiennes et les trucs comme ça, c'était le moins de leur intérêt. Radio Nova, c'était la radio qui était ouverte à tous les styles de musique, etc. Fanny, elle a des tuyaux, plein de gens. Et Fanny, la 12e année, 2 ans et demi,
elle commence à programmer et il n'avait pas un endroit. Le Rex Club ne pouvait pas booker Peaches. Fanny a booké Peaches au pub. Elle a booké à Ladies Room quand on le faisait à Bastille dans un resto et quand les gens finissaient de manger, table par table, ils les enlevaient. Les gens occupaient la danse comme ça. Et Peaches, elle a fait son premier DJ set dans la même année et c'est Fanny qui l'a fait venir, etc. Donc le pub, c'était vraiment l'opportunité. Franchement, je ne sais pas combien de verres offerts le pub faisait par soir, mais c'était au moins 200, 300. Like, c'était verre offert pas mal. Si tu étais artiste, toi, tes amis, etc., tous les amis, tout le monde qui n'a jamais fait une soirée au pub pouvait boire des verres gratuits. Ça faisait vraiment une ambiance assez chaleureuse. Et le DJ, en plus le pub, c'était non prétentieux, c'était un déco. L'après-midi, c'était des vieux dansants. Et le soir, c'était des lesbiennes à goguettes, des electro parties, etc. Et voilà, et c'était vraiment la taille de la boîte, la localisation de la boîte, le fait que c'était les lesbiennes qui géraient, qu'elles didn't put up with a lot of shit. So, tu voulais faire le pub, c'était pas pour gagner $1 million, c'était pour faire comme tu voulais et t'amuser, etc. Oui, enfin, je complète aussi. Il y avait aussi une bienveillance et une chaleur aussi, parce que c'était vraiment une maison familiale. Et moi, je sais, parce qu'en étant avec Mimi et en ayant fait des soirées avec elle, on a perdu beaucoup d'argent sur les soirées. Mais si tu veux, on s'en foutait de perdre de l'argent quelque part, parce que l'idée, on avait de la passion, comme toi, je pense. Tu as perdu du fric, on s'en fout. On n'a jamais gagné du fric. Voilà, on a toujours continué. Et le pub, effectivement, on offrait. On ne gagnait pas forcément beaucoup d'argent, le son était complètement pourri. Je pense qu'on avait 10 enceintes. Voilà, c'est ça. Le son était complètement pourri, les lumières aussi. Et c'était un endroit où pas au top, quoi. Mais on s'amusait bien. Ouais. Peut-être, je sais pas, vous voulez rajouter des choses là-dessus? Si, moi je voudrais rajouter une petite anecdote. C'est quand on a fait notre soirée Barbie Poufias, où tout le monde est arrivé en Barbie. Ah pardon, où tout le monde est arrivé habillé en Barbie. Les nanas, elles étaient un peu gonflées parce qu'elles sortaient du métro Bastille habillées en Barbie, va au ski, Barbie sous la pluie, Barbie, etc. Et donc en plus on avait fait un défilé de la plus belle Barbie de la soirée. 15 jours après, le Queen faisait la même soirée, par exemple. Quand on a fait une soirée bonbons, où les filles, nous on a fait avec Sextoy, on avait passé l'après-midi à faire des guirlandes de bonbons qu'on avait accrochées partout dans le bar. Les filles sont arrivées avec des bonbons accrochés partout. Il y en avait même une, à un moment donné, elle arrive, elle soulève sa robe, elle avait cousu des fraises Haribo sur sa culotte. Et d'ailleurs, quand elle est partie le soir, elle a relevé sa jupe en disant « j'ai plus de fraises ». Et pareil, les Queen, quelques temps après, a fait une soirée bonbons, par exemple. Donc même nos conneries, elles ont été imitées par Est-ce qu'il y avait des... Je cherchais un truc d'autre à dire, mais je préfère dire un truc important, c'est par rapport à l'argent et par rapport à juste le fait de vous motiver, d'organiser des soirées en sachant que ça ne va pas être un truc de gagner de l'argent, mais c'est des trucs et si tu as la chance de trouver quelques amis, etc., pour Ladies Room, le fait c'était qu'on regardait des bars qui ne marchaient pas, mais qui étaient dans de bons lieux. Table billard à l'époque was a plus. La déco, comme c'est Ladies Room, c'est toilettes des femmes, j'imagine vous connaissez maintenant. Et du coup, on mettait juste des lignes à pêche et on crochait des rôles de papier cul. Et les gens disaient tout le monde courait avec les papiers cul, etc. Et on se faisait arnaquer tout le temps. Et moi, je faisais ticket tombola pour savoir combien de femmes. De la première soirée, plus de 200, 220, 230, 250. Et le mec, à la fin de ça, disait, elles n'ont pas consommé. And I'm like, quoi? Like, des bières à 10 francs. Tous ces lesbiennes étaient bourrées à craquer. Elles étaient moitié nues à la table de billard. Et tu vas me dire qu'elles n'ont pas consommé? Like, lesbians love to consommer. Like, what are you talking about? Elles n'ont pas consommé. Et même dans le marais, laisse tomber, c'est encore pire avec les bars gays, hommes, etc. Mais le but, c'est vrai, c'était surtout de squatter un endroit. Sextoy venait à chaque fois amener ses platines, parce que tu imagines, dans les années 90, aucune bar avait des platines, vinyle.
elle emmenait tout. On faisait un petit déco sympa, on demandait à des boutiques, elles nous faisaient des fringues, des trucs, on trouvait des concepts et on faisait la fête. On a toujours 20 à 30 tickets de conso, s'il vous plaît. Et c'est tout. Après, je partais avec 5 enfants, c'était pas le truc. Donc voilà, c'est pour encourager qu'aujourd'hui, tu vois, Nicole avait Scandalo et moi je faisais Ladies Room au même moment. Et chaque fois, je tractais, il avait des affiches, et disait à tout le monde, on ferme tôt, on va aller à Ladies Room. Il n'y avait pas le concept des concurrences, etc. Au contraire, ça faisait sortir encore plus de lesbiennes et des queers. So c'était génial. I'm encouraging you. Je pense qu'on se reconnaît dans le truc de ne pas faire de concurrence. Pour nous, c'est vraiment intéressant que les lieux qui continuent d'exister, notamment enfin, le Rosa, nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir se donner mutuellement la parole, de parler de ces histoires, etc. Et effectivement, enfin, il y a suffisamment de public et on a beaucoup plus intérêt à travailler ensemble et offrir des choses différentes que de se poser des questions de compétition. Mais du coup, pour terminer un peu plus, après vous pourrez rajouter ce qui n'a peut-être pas été dit, mais j'avais une question. Ça serait quoi la rumeur la plus folle qui circulait sur vous ou sur vos lieux? Parce que par exemple, la mutinerie, nous, ça fait beaucoup discuter les rumeurs. Donc il y a des rumeurs, par exemple, si vous allez voir les commentaires Google qu'on a, il y a des gens qui disent qu'on on a exclu un mec parce que son chien était un mâle cisgenre. Récemment, on a eu un commentaire comme quoi il y avait des messes noires à la mutinerie. Et, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas faux. Du coup, est-ce que les rumeurs, etc., est-ce que c'est des choses qui circulaient? Et puis des anecdotes aussi. Moi, sur les bars, vu qu'on vu notre look et que c'était assez nouveau dans le milieu lesbien, on disait que notre bar était ultra SM. Donc, il ne fallait pas y aller. On était des méchantes. Voilà, déjà, il y avait ça. Et puis, moi, c'est la rumeur qui m'a un peu plus marquée personnellement, c'est que dès qu'on me voyait avec une fille en train de parler dans la rue, avec une copine en train de boire un verre, automatiquement, je couchais avec elle. Donc, je ne dis pas à ma copine de l'époque, à chaque fois, les crises qu'elle me piquait. Et aussi que je couchais avec toutes mes serveuses. Tout est faux, d'accord? Tout est faux. C'est une question encore difficile parce que parce que moi, on m'a collé tellement d'étiquettes que je ne sais plus par où commencer et laquelle ouvrir, donc je ne sais pas. Au moins, les anecdotes, c'est que j'ai rencontré des gens super. J'ai fait rentrer des mineurs. J'étais parfait. J'ai été pas seule. Voilà, et je pense qu'on a, à chaque génération, à chaque décennie, à chaque année, on est là pour poser des pierres. Et ça monte, ça monte, ça monte. Donc nous, effectivement, on a fait quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a encore des choses qui se font encore mieux que nous, ce qu'on a fait. Et nous, on est juste un prolongement. Vous êtes un prolongement. On est encore dans le prolongement. Parce que le passé, c'est chouette. Mais là, concrètement, ce qui se passe aujourd'hui avec tous les mouvements féministes, c'est encore bien au-delà du pulp. Nous, effectivement, on a juste encore rajouté des étages. Mais aujourd'hui, nous, on était là. Aujourd'hui, on est là. Donc c'est chouette, hein, je dis pas que ce qu'on a fait c'est pas bien, mais aujourd'hui ce qui se passe c'est encore mieux. Voilà. Rumeur, je sais pas, quand j'étais directrice de dépôt, c'est vrai qu'on disait que des mecs mouraient dans le backroom. Et c'était vrai, le temps que j'étais là, il y avait 4 morts, mais c'était Viagra plus poppers equals death. And, ça c'était un problème. J'étais là une fois, c'était affreux. Mais sinon, les anecdotes sympathiques, je dirais que surtout, c'est toutes les rencontres que j'ai fait et les collaborations et vraiment de trouver ses amis, sa tribu, etc. Dana Weiss, Axel Le Dauphin, Virginie, Mimi, Nicole et Christine, plein de monde, on se connaît, on est tous artistes séparément. Moi, je n'avais jamais même organisé mon anniversaire aux États-Unis. Je n'aimais pas les parties, blablabla. Mais comme j'avais immigré et je voyais qu'il y avait tellement peu, et je voulais trouver l'amour de ma vie. Mais après, quand tu organises des soirées, tu rencontres énormément de femmes extraordinaires. And, so I was a little bit on go-get. Mais j'ai enfin eu ma première copine, j'avais la nuit de mon 27e anniversaire. Sophie, qui était Sophie du Pulp, qui a fait un incroyable boulot. Elle a créé des soirées très sympas au Pulp aussi, like Click Control,
basé sur le PMS. Maintenant, il a Dyke Menopause, c'est Fanny, qui était anciennement Anne Poli, et Virginie Despentes sur son nouvel livre, bon, She's Huge Success. C'est extraordinaire de voir de toutes nos amitiés qu'on a fait. Moi, actuellement, vous pouvez me trouver derrière le bar de la mutinerie, une fois toutes les semaines, parce que j'ai dépanné l'été, and I was like, I love and I miss the bars. I miss la communauté. Et je peux vous dire de premièrement, maintenant ça fait 7 ou 8 fois, je le fais depuis 3 mois. Vous êtes super sympa. La comparée avant, où c'était le Wild West, on parlait avant les bagarres entre les copines dans les années 90 à l'entracte. I was like, when French women, they like throw the drinks. It's like, les filles des années 40, they cassaient les Heineken and meet me outside. And there was real bagarres, like beaucoup, there was real casinos. There's a lot of shit. And vous êtes, bon, et tout le monde dit, oh, la nouvelle génération, ils sont compliqués, ils vont argumenter, ils sont fermés. And I said, mais non, je suis front row au bar, et vous êtes, je vous trouve, en général, j'ai pas encore eu une mauvaise expérience à la mutinerie, donc je suis super content. Je continue à faire Ladies Room, bientôt, je suis sûre, et mes films. D'ailleurs, la nuit gay, il faut que vous cherchiez les archives Canal+. Il y a beaucoup de trucs super, des capsules de qu'est-ce que c'était les années 2000, 90. Oh, il y a un complot là. La musique, si vous êtes DJ, selectors, do whatever you want. Ok, non, moi je voulais juste revenir, je voulais pas finir sur ça, mais en fait Nicole va finir sur un plus, et moi je vais juste apporter le petit moine. Les choses qu'on n'a pas parlé, c'est qu'à l'époque il y avait énormément de violence dans la communauté, et notamment tous les vendredis, tous les samedis, c'était bagarre générale. Donc ça, chez les nanas, ça existe. Moi j'en ai fait malheureusement personnellement les frais, parce qu'à une semaine de la fermeture, je me suis pris un coup de couteau là. Par une fille, hein, donc nous à cette époque-là, on avait énormément de bagarres. C'était récurrent, c'était tous les vendredis, tous les samedis, et c'était violent. Hein. C'était pas je te pousse, c'était comme tu dis, des verres cassés, tout ça, machin, c'était beaucoup de choses. Alors moi, bon, j'ai voulu dans un autre milieu, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se passe mieux, qu'il y a peut-être, je ne sais pas, plus de communication, plus de tolérance. Mais à l'époque, et je pense que c'était aussi au niveau du contexte social, parce que l'époque n'était pas facile pour nous, parce qu'on était cachés, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui on est toutes visibles, hein. À l'époque on était invisibles, on n'était pas souvent acceptés, on était très très souvent victimes de violences qui n'étaient pas reconnues, on s'en foutait, on allait au commissariat, on disait oh c'est de bonne guerre, enfin, voilà, donc c'était ça à l'époque, donc il y avait énormément de violence qui était à l'intérieur des nanas, et ça générait des trucs juste apocalyptiques, et ça j'ai l'impression, je ne sais pas si vous infirmez ou vous confirmez, que j'ai l'impression qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Ça s'est calmé. Nous, on a l'impression, en tout cas par rapport à ce que tu décris, la plupart des situations de violence et de bagarre, c'est plutôt avec les personnes de l'extérieur quand on dit non à la porte, où effectivement on se fait aussi frapper, cracher dessus, enfin ça fait partie de notre quotidien, de notre travail. Il y a occasionnellement des bagarres ici, mais dans l'ensemble elles sont gérées assez rapidement, c'est rare, parce que c'est pas du tout ce que tu décris. Et puis le reste du public est souvent très coopérant et nous aide à sortir quelqu'un calmement, à refaire redescendre la tension. Enfin on sent souvent, vous êtes un public adorable, souvent les gens qui assistent, qui sont là dans le public, qui assistent à des trucs, aident à pacifier. Et c'est assez rare et pas du tout ce que tu décris, effectivement, je pense qu'il y a moins de souffrance quand même que ce que vous disiez. Pour finir votre histoire, en tout cas moi dans mes bars, je pense que les filles n'étaient pas encore assez bourrées pour se taper dessus. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Et en tout cas, je voudrais finir cette soirée en disant que tu me demandais si à l'époque on avait l'impression de construire l'histoire. Là aujourd'hui, grâce à vous, je m'aperçois qu'effectivement on a construit une histoire. On s'est battu. On a vraiment, on a tout fait pour qu'en tout cas que notre communauté existe, n'ait plus honte de sortir dans la rue pour s'embrasser, se tenir par la main, exister à travers notre travail, nos familles. Ça, je suis en tout cas maintenant consciente qu'on a ce travail-là, même en s'amusant, on l'a créé. Et je suis ravie de voir que maintenant tout s'est un peu apaisé pour nous, que tout n'est pas encore simple, tout est encore, il y a beaucoup de choses encore à gagner pour nous toutes et nous tous, mais qu'en tout cas notre communauté, elle existe, et je vous prenez soin de vous en tout cas, et que cette communauté, elle existe encore.
Est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin ou on passe aux questions du public? Est-ce que tout le monde... On passe aux questions. Non, question, ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public déjà? Tu peux la dire à haute voix, peut-être. Moi, j'avais juste une question pour. J'entends que vous avez eu plusieurs bars que vous avez dirigés. Pour des personnes qui voudraient aujourd'hui créer et ouvrir un bar queer safe, est-ce que vous avez des conseils à donner sur tout ce qui est accueil des gens ou comment gérer justement des gens dans ce bar en fait? Moi, je pense que, de toute façon, actuellement, c'est beaucoup plus facile qu'autrefois. Et l'accueil, je pense que nous, c'est ce qu'on faisait. Nous, en tout cas, moi, je suis tous les 15 ans de bar, moi, toutes les générations venaient se rencontrer. Ça, c'était hyper important pour nous. Il n'y avait pas telle catégorie, telle catégorie. Tout le monde venait se rencontrer, des filles de tout âge, de toutes conditions sociales, venaient se rencontrer et partager un lieu. C'était un peu comme si on était à la maison. Parce que c'est ce qui un peu caractérise, je pense, la qualité, à mon avis, des bars de filles par rapport aux bars de garçons. C'est que nous, quand on vient dans un bar, on l'adopte. On adopte un lieu, ça devient notre maison, et les gens qui le fréquentent deviennent un peu notre famille. Je pense que c'est ça qu'il faut continuer à privilégier. Personnellement. Dans un bar. J'allais dire, la mutinerie, c'est un super centre communautaire, il y a beaucoup d'événements, etc. Je trouve la manière de faire un bar collectif, c'est le lieu de tous les endroits. Je parle des boîtes de production, magazines, etc. The most ethical, je ne sais pas comment dire en français, le plus éthique, non, ethical endroit où j'ai jamais travaillé. Et les librairies, Violette & Co, les mots à la bouche, il y a de plus en plus de collectifs. Donc, c'est intéressant, en fait, de regarder ce modèle, de travailler encore une fois dans un collectif pour le faire. Et je trouve, encore une fois, parce que je travaille ici, que la mutinerie, pour safe space, pour planning community, l'agenda est incroyable, l'accueil, etc. Et ils ont déjà fait beaucoup de erreurs contemporaines, où nous, c'est plus à une époque, etc. Savoir qui tu veux accueillir, comment tu veux que le feeling soit, et après savoir l'administration et les impôts. Oui, moi je rajouterais un truc, une chose, c'est qu'en fait, dans un bar, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de faire ce qu'on appelle des animations, mais qui concernent le public que tu as envie de faire venir chez toi. Moi, je sais que j'ai autant fait des soirées délirantes qu'en même temps, nous avons organisé des soirées de prévention du cancer du sein, des soirées de prévention du sida, des choses qui nous concernaient. Et donc, ce qui fait que les personnes qui viennent chez toi, non seulement elles viennent pour passer un bon moment, mais en même temps, elles viennent pour rencontrer des événements qui les concernent personnellement et qui font un ciment autour de tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est la différence entre le contenu et le contenant. Qu'est-ce que tu as à proposer? Qu'est-ce que tu as à offrir? Et c'est pour ça qu'on vient chez toi, en fait. Moi, je ne viens pas dans un bar, je ne viens pas pour le bar, je viens pour la personne qui tient le bar parce qu'elle m'offre, elle me donne quelque chose. Et c'est effectivement dans ces histoires de lieux qu'on partage, c'est qu'est-ce qu'on a donné à l'intérieur pour que les gens viennent les chercher. Je rajouterais juste des petits conseils complètement prosaïques. C'est plus facile effectivement maintenant d'ouvrir des bars parce que le contexte n'est pas le même qu'à l'époque. Je conseille, il n'y a pas besoin d'avoir des milliards d'argent, c'est pas mal de faire des locations-gérances au début pour se pratiquer un petit peu le métier et voir aussi. Il ne faut pas sous-estimer le travail que c'est très dur et ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'investissement. Du coup, faire des locations-gérances dans des lieux qui acceptent de vous louer le lieu un an par exemple et après faire une proposition d'achat, ça permet de s'entraîner un peu. Je conseillerais aussi, puisque c'est plus facile qu'avant quand même, j'ai l'impression qu'on a une responsabilité politique aussi à le faire d'une manière qui prend en compte aussi des questions de bonnes conditions de travail. Puisque c'est peut-être ça qu'on peut faire maintenant, qu'on a un peu plus de facilité pour voir des lieux. Je pense que c'est quelque chose qui doit être incontournable et que si tu veux ouvrir un lieu, tu dois aussi prendre ça en compte. Est-ce que je vais être en capacité de payer correctement les gens, de leur donner un travail fixe, stable, avec un bon contrat, avec voilà, toutes les protections que les gens... Et puis aussi comment tu réfléchiras à les prises de décision. Continuons d'ouvrir des lieux communautaires et puis aussi... Je pense que c'est pas mal d'ouvrir des lieux qui réfléchissent à ces questions-là, des questions capitalistes, d'anti-autoritarisme, Voilà, je pense que c'est des questions à réfléchir. Et puis t'entourer de personnes que tu connais bien, avec lesquelles tu sais que ça va aller, parce que vous allez vous embrouiller.
Et c'est Il passe la musique italienne et se casse avec des millionnaires. D'autres questions? Les autres questions? Moi j'ai juste une petite question, mais alors c'est vraiment hyper fictif. C'était comment déjà le nom de ton premier bar avant le Scandalou? Ah, ça s'appelait Alors les filles, le caveau d'Abassi. Et ça, oui, j'en ai pas parlé, mais ça, par exemple, c'était un bar gérant, c'est une amie qui nous avait conseillé. En fait, ça a duré 6 mois. Nous, on s'est testé là-dessus, on a commencé à générer une clientèle, mais on est tombé sur le dernier Mac de Paris, de Bastille, qui en fait nous avait passé un bar qui était un ancien, comment on appelle ça, l'ancien club d'échangistes. Échangisme. Voilà. Et donc, pendant 6 mois, on a commencé à tout faire tourner ce bar. On commençait à avoir pas mal de clientèle, jusqu'au jour où on s'est aperçu que le week-end, ils nous mataient avec des caméras, avec 2 copains. Et le jour où on a découvert ça, on a pris nos clics et nos claques, on est parti et on a cherché notre propre bar. Je me souviens Ouais. Et c'est là où justement il y avait cette nana qui d'un coup me pose un flingue sur la table en me disant tu rentres avec moi ce soir? Je lui dis bah non. Il me dit That's my nuit. Et il me dit ouais mais tu m'as souri toute la soirée. Je lui dis mais non mais je souris à tout le monde quand je sers un verre. Si je devais rentrer avec toutes les nanas avec qui j'ai souri, j'aurais à faire toute la nuit, tu vois. Et c'est là qu'elle m'a sorti son flingue. Et heureusement que j'avais une copine à côté qui était vraiment une louloute parisienne, qui lui a pris son flingue, qui lui a dit tu ramasses ça, tu parles mieux à la dame. Et ça c'était l'anecdote. Et moi qui l'ai monté l'escalier. Ça m'a rentré dans la tête, pardon, je veux le partager. Il faut regarder Gazon Maudit, surtout Super Lesbian Trivia, dans la scène du club qui est le privilège au Palace, où je ne sais pas qui frappe Alain Chabat et il tombe sur des lesbiennes. Il tombe sur moi, sextoy. Il a des moments de slow. C'était des vraies lesbiennes de Paris. Ils nous ont payé like 70 francs et ils nous ont donné, ils nous mettaient en haut, ils tournaient en bas et tous les bars, tous les trucs d'alcool marchaient. On était tous bourrés. Tout le monde draguait. C'était like no white, no way. And then, mais quand tu le mets en slow, en pause, tu vas reconnaître beaucoup de lesbiennes. Donc, Sextoy qui semble like 13 ans à danser en slow avec un autre nana. Ok. Voilà, trivia. Et il a fait son casting pour essayer d'avoir les plus jolies filles de Paris pour ce tournage. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ah oui, on te voit à peine. Bon, en exclusivité, je suis en train d'écrire un livre de toute cette histoire. Ah oui, bah attends. Avec ou pas? Oui, et puis en fait, là, j'ai sorti en édition limitée avec Corridor Éléphant un livre où j'ai pris en photo 47 lesbiennes que j'ai connues à cette époque-là, donc que je connais depuis 30 ans, qui sont restées des amies, qui à l'époque, quand je les ai connues, se posaient des questions sur leur avenir, sur qui elles étaient, etc. Et qui maintenant sont devenues des Wendy Delorme, des Béatrice Cussol, des Aline César, des Virginie Despentes, des Fanny Corral et des Anna La Chocha. Voilà. Et donc, voilà. J'ai voulu aussi raconter, à travers les portraits que j'ai fait d'elles, qu'en fait, on se posait des questions et elles sont devenues et que j'ai voulu les prendre en photo parce que je trouve que maintenant, elles sont devenues des femmes puissantes, des femmes fortes, et que maintenant, elles s'affichent comme lesbiennes, et ce qui n'est toujours pas évident aujourd'hui. Donc j'ai fait, voilà. Moi je suis principalement réalisatrice et scénariste, donc moi aussi je travaille sur un beau projet, un documentaire sur les années 90, peut-être en fiction, un peu Emily in Paris Cuban meets the L Word dans les années 90, parce que Paris a besoin de son histoire lesbienne, etc. Donc c'est un peu inspiré de ma vie et mes enseignements, etc.
Et aujourd'hui, et je vous conseille, si vous ne connaissez pas Lesbienne Raisonnable sur Instagram, etc., j'ai eu une incroyable matinée avec elle pour collaborer, faire des choses. Like, je l'ai dit, mon rêve, c'est faire une chaîne Lesbienne Culture, et c'est des années 20, 30, 40, 50, 60. Et vraiment, on a besoin de parler. Je suis obsédée avec le début du XXe siècle, la fin du XXe siècle, chez les lesbiennes et les queers. Et c'est très important qu'on le connaisse et qu'on recherche ces histoires. Facebook, DJ Sextoy fanpage, beaucoup des archives, des photos de l'époque de Pulp et plus. Ladies Room Paris, je vais mettre le maximum de flyers, des photos, etc. Anna La Chocha, je suis en Facebook aussi. Et les archives gays lesbiennes, ils ont trouvé un logo en Facebook. Je ne suis pas très Instagram, pardon, mais sur Facebook, il y a le Lesbian Archive aussi, qui est à l'est de Paris, Centre Simone de Beauvoir, c'est des audiovisuels. Donc, si vous cherchez un petit peu, il y a plusieurs trucs qui vont rassembler. Et le nouveau centre gay lesbienne, évidemment, qui est très proche. En fait, pour vous dire la vérité, pour le Pulp, il y a Mimi et Michel et Sophie qui ont été approchés par les producteurs de 10% pour faire une série sur le Pulp. En fait, ça se fait pas parce que c'est très compliqué. Virginie Despentes a voulu reprendre le bébé, mais c'est très compliqué aussi parce qu'en fait, le Pulp, c'est une histoire collective. Ça appartient à personne, ça vous appartient à vous maintenant, parce que nous on l'a fait, mais ça nous appartient plus, c'est à vous que ça appartient. Donc c'est compliqué, si vous voulez, de raconter cette histoire, parce que je pense que sincèrement, si on était peut-être 15 à faire ce lieu, ou 12, ou 10, j'en sais rien, peut-être on a 15 histoires à raconter sur le même moment vécu, mais c'est compliqué de sortir un livre pour dire c'était ça. En fait, oui, c'était ça, mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi ça, il y avait aussi ça, il y avait aussi ça. Donc en fait, nous on l'a fait, ça nous appartient plus, c'est là, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une vraie question. Où est-ce qu'on peut le trouver? C'est aussi une vraie question. Mais c'est compliqué parce que c'est plus à nous en fait. C'est à vous. Il y a quelque chose aussi en scoop. Virginie Despentes et Axel Dauphin lancent une maison d'édition qui s'appelle Légende. Et Légende va sortir Sophie Ancaise. On parlait qu'il n'y avait pas, personne n'avait des téléphones qui prenaient des photos. Sophie Ancaise, c'était la photographe, une de plusieurs photographes à l'époque, Amélie Darnis, Dagina aussi, mais Sophie Ancaise a toute une archive. Et donc, Virginie et Axel, avec Legend Publication, vont publier un livre de ces photos exclusivement des années 90 du milieu lesbien. Donc, faites une petite note que ça va arriver aussi. Non. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Franchement, c'était un honneur et une joie.